Mais j'aime aussi votre insistance sur la sécurité indivisible, car je pense que cela touche au cœur de ce qui est nécessaire. Les États rivalisent pour leur sécurité, et les armes d'un État sont souvent la sécurité de l'un devient l'insécurité de l'autre. Ainsi, il existe deux manières de produire de la sécurité. Soit on adopte la sécurité indivisible, ou l'on élève notre sécurité commune. En d'autres termes, je ne te braque pas une arme dessus pour accroître ma propre sécurité. C'est cela, la sécurité indivisible. Soit on poursuit une paix hégémonique. Dans ce cas, on ne se soucie pas de la sécurité indivisible. Une puissance domine à un tel point que personne ne peut même rêver de la contester. Je pense que c'est là la source de la guerre en Iran, mais aussi de la guerre en Ukraine. Si nous acceptons simplement que l'ère hégémonique est terminée, en réalité, la répartition du pouvoir a changé. Alors nous devrions essentiellement rétablir le principe de sécurité indivisible. Sinon, si l'on veut retrouver une paix hégémonique comme dans les années 90, il faut la restaurer. Cela signifie vaincre la Russie, vaincre l'Iran, vaincre la Chine. Et, vous savez, j'interpréterai le document israélien Clean Break dans ce contexte, car lorsqu'il est apparu en 1996, il faisait partie de l'ère hégémonique, c'est-à-dire abandonner la diplomatie et le compromis. À la place, tout viser, parce qu'on est soutenu par une force militaire écrasante. C'est tout à fait exact. Et c'est là l'illusion. Croire qu'une force aussi écrasante existe. C'est immoral, c'est un autre sujet, mais il s'avère désastreux de s'accrocher à de telles illusions. Les États-Unis ont entretenu ces illusions en Ukraine, car il faut se rappeler que la guerre en Ukraine a commencé avec la tentative des États-Unis d'affirmer leur hégémonie sur ce pays. Zbigniew Brzezinski l'avait clairement expliqué. C'était la doctrine des néoconservateurs. Nous allons étendre l'OTAN où bon nous semble, jusqu'aux frontières de la Russie, en l'entourant, en Géorgie, dans le Caucase du Sud, en Ukraine, autour de la mer Noire. C'est notre affaire. Nous sommes la superpuissance. Eh bien, la Russie en a pensé autrement. Mais c'est de là qu'est venue cette guerre, parce que personne n'a pris la peine d'écouter les préoccupations de sécurité de la Russie. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est comme se heurter à un mur quand on essaye d'expliquer à un dirigeant européen que la Russie a des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Bon, et maintenant, au Moyen-Orient, c'est exactement ce que tu dis. Netanyahou s'est dit, eh bien, j'ai le plan facile. Je n'ai pas besoin de faire de compromis. Nous gagnons parce que nous avons les États-Unis. Et il existe des extraits célèbres de Netanyahou expliquant à... Je ne sais même pas à qui il parle. Nous contrôlons le Sénat, nous contrôlons le Congrès, nous pouvons amener les États-Unis à faire ce que nous voulons. En réalité, notre CIA et notre armée, complètement folles elles aussi, ont leurs propres illusions. Elles considèrent l'hégémonie d'Israël au Moyen-Orient comme tout à fait acceptable, car elle fait partie de l'hégémonie mondiale de l'Amérique. Ce qui se passe en ce moment, en partie, c'est que Trump pense je vais exiger que le Mexique se tienne tranquille. Je vais prendre le contrôle des Amériques, comme il l'a expliqué. Je vais prendre le contrôle du Moyen-Orient. Je vais étouffer le pétrole russe par des sanctions. Je vais décider qui obtient l'énergie dans ce monde. Eh bien, c'est la pensée d'un fou. Cela conduit à une catastrophe mondiale. Mais c'est exactement cette idée hégémonique. Je n'ai à traiter avec personne. Nous n'avons pas besoin de parler avec l'Iran. Il suffit de les tuer. C'est tout, et c'est ce qu'ils pensent faire en ce moment. Non seulement c'est un meurtre, mais cela ne fonctionne même pas pour assurer sa propre sécurité. Israël est bien plus en danger qu'il ne l'a jamais été à cause de cela. Et il en va de même pour les États-Unis. Plus en danger, car notre risque, c'est la guerre nucléaire. Et nous continuons à rapprocher le monde d'une guerre nucléaire par ces actions,
en ne respectant pas, même dans la discussion, les intérêts de sécurité de l'autre camp. C'est la même chose à Taïwan. Nous disons que nous allons envoyer des armes à Taïwan comme bon nous semble. La Chine répond « Excusez-nous, Taïwan fait partie de la Chine. N'envoyez pas d'armes de votre propre initiative. » Pour nous, c'est une ligne rouge. Les États-Unis, remplis de l'idiotie et de l'irresponsabilité qui les caractérisent, disent « Nous n'avons pas à les écouter. C'est notre affaire. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. » Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement Trump, mais aussi la CIA, les commissions des services armés du Congrès, les fabricants d'armes et la Silicon Valley. Ils partagent tous cette illusion selon laquelle nous n'avons pas à tenir compte des préoccupations des autres. Et c'est cela qui nous conduit au désastre. C'est notre dernière question. Comment expliquez-vous le fait que l'Iran ait été sous-estimé? Vous avez travaillé avec de nombreux dirigeants à travers le monde et observé leur mode de fonctionnement, leurs réflexions stratégiques, leurs considérations. Comment se fait-il que nous ayons des rapports suggérant que Trump ait écarté la possibilité que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, alors que cela aurait dû être l'hypothèse la plus prévisible? Les attaques contre les bases américaines. Il semble qu'ils aient sous-estimé les armes dont dispose l'Iran, ou qu'ils aient cru que tuer Khamenei ferait s'effondrer le gouvernement et pousserait les gens à descendre dans la rue avec des drapeaux américains. Et maintenant, il y a aussi cette idée que les menaces feront capituler l'Iran, même si celui-ci considère cela comme un combat existentiel. Je me demande simplement comment ils ont pu se tromper à ce point. Est-ce seulement de l'arrogance ou un décalage avec la communauté du renseignement? Je n'ai jamais vu cela dans les guerres précédentes. Il y a toujours eu des erreurs, mais celle-ci semble vraiment, vraiment différente. Eh bien, souvenez-vous de la guerre en Irak, par exemple. À quel point tout était faux. Chaque prédiction sur la promenade de santé que nous allions avoir, sur la venue de la démocratie, et ainsi de suite. Il y a eu une interview intéressante en 2004, je crois que c'était un journaliste du Time, si je me souviens bien, et un responsable de la Maison-Blanche, peut-être Karl Rove, je n'en suis pas absolument sûr. On lui a demandé ce qu'il pensait de la réalité de la situation, et la réponse de la Maison-Blanche a été « Excusez-moi, nous créons notre propre réalité ». Et c'est là une partie du problème. Quand on est à ce point puissant et arrogant, on se dit simplement « On va y arriver ». Trump ne savait pas ce qu'il allait faire après la première heure, mais il disait « On va y arriver ». C'est de l'improvisation totale. Bien sûr, la véritable leçon, c'est que tout cela tourne au désastre. On disait qu'il avait fallu 20 ans aux États-Unis pour passer du régime taliban en Afghanistan au régime taliban en Afghanistan. C'était donc un effort de 20 ans. Et ils attribuent à Trump le mérite d'avoir mis 9 jours pour passer de l'harmonie à l'harmonie. Voilà ce qu'on appelle l'efficacité américaine. En d'autres termes, nous n'accomplissons rien. Nous tournons en rond, tuant beaucoup de gens, dépensant énormément d'argent. Peut-être que c'est justement le but, parce qu'ils veulent dépenser beaucoup d'argent. Cela signifie des profits pour certains et des pertes pour le reste d'entre nous. Mais je pense que le point principal, c'est que nous n'avons même plus de processus dans l'appareil sécuritaire aujourd'hui. La capacité des États-Unis à planifier quoi que ce soit s'est effondrée. Nous sommes simplement en mode improvisation. Nous avons un président psychologiquement instable. Nous avons un processus constitutionnel qui est pratiquement terminé, car le Congrès refuse d'exercer son autorité et sa responsabilité constitutionnelle. Et je peux vous dire que dans tous les domaines que je connais, il n'y a aucune réflexion en cours. Il n'y a ni rapport, ni étude, ni examen attentif, ni révision.
Tout n'est qu'improvisation, c'est de l'agitation désordonnée. Donc franchement, rien de tout cela ne me surprend. Nous n'avons même pas les processus minimaux de réflexion. Nous avons un président qui invente les choses au fur et à mesure, et on se retrouve avec du faux partout, puis avec de la panique. Oh, l'OTAN doit venir à notre secours. Même la Chine, qui était la cible d'une grande partie de tout cela, doit venir à notre secours. Où sont nos amis? Dit Donald Trump. Mon Dieu, un enfant de 5 ans ferait preuve de plus de conscience de soi et de responsabilité, franchement. Oui, et je me dis qu'avec tous les conseillers religieux qui viennent dans son bureau, il aurait dû savoir que l'orgueil précède la chute, ou que Dieu s'oppose à l'arrogance. Mais il semble qu'il ait d'autres conseillers religieux. Quoi qu'il en soit, il est tard là-bas à Kuala Lumpur. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bien sûr, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous vous verrons bientôt. Merci.